Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Carl Legendre, je suis directeur général de Québec municipal. Québec municipal qui est très fier ce matin de vous offrir cette conférence en collaboration avec le commissaire au lobbyisme. Donc, merci d'être avec nous, nous aussi en nombre ce matin. Vous allez voir, c'est un outil pour ceux qui en sont à leur première expérience. Il s'agit d'un outil qui est fort intéressant. Donc, dans le confort de votre bureau, vous avez accès à Maître Routier ce matin qui pourra s'entretenir avec vous d'un certain nombre de questions si vous avez des interrogations ou quoi que ce soit. Il y a de fortes chances qu'il puisse répondre à vos questions ce matin. Donc, pour ce faire, en zone de clavardage, tout au long de la présentation, vous allez pouvoir écrire vos questions. Donc, à la toute fin, nous allons citer vos questions, puis Maître Routier se fera un plaisir de répondre à vos questions. Pour ce qui est de la présentation, certains m'ont demandé est-ce qu'on peut faire imprimer la présentation. Donc, oui, certainement, je vous ai envoyé le lien pour pouvoir la télécharger. À la toute fin aussi, je vais remettre ce lien. Aussi, après la présentation, nous allons vous acheminer un lien vers un sondage d'appréciation. Donc, prenez quelques instants pour vous répondre à ce sondage. Puis, ça nous permettra au service des webinaires de Québec municipal d'améliorer notre prestation de service. Donc, sans plus tarder, Maître Jean-François Routier, c'est à vous. Donc, je vous souhaite une belle présentation. Alors, bonjour, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous, bien que je ne sois pas devant vous en personne ce matin. Vous êtes ma plus grande foule à ce jour. Alors, c'est ma première présentation web et je remercie la FUM de nous permettre de faire ce genre d'intervention auprès de vous. Il y a des représentants, en fait, des municipalités de partout à travers le Québec, certains représentants aussi d'entreprises. Je pense qu'il y a des gens aussi du ministère des Affaires municipales, donc ils sont ici. Je vais essayer de fixer la caméra le plus possible pendant la présentation. Et à la toute fin, comme on mentionnait, je pourrai aussi répondre aux diverses questions que vous aurez transmises au cours de la présentation par clavardage. Donc, sans plus tarder, on peut commencer la présentation. En fait, l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et de vous donner de l'information sur l'application de cette loi-là et développer principalement des réflexes chez les titulaires de charges publiques, mais également chez les lobbyistes sur l'utilisation de cet outil d'accès à l'information qui est la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Donc, la première portion, en fait, de cette présentation, c'est de vous expliquer les objectifs de la présentation avec l'acronyme RADAR, qui est de renforcer votre rôle de décideur en tenant compte des objectifs de la loi, d'améliorer vos connaissances sur les règles d'encadrement, de développer des réflexes qui permettent d'évaluer si une activité est couverte par la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, que je vais simplifier en disant loi sur le lobbyisme, ce sera plus simple et plus court, d'assurer évidemment le respect de la loi et du code de déontologie des lobbyistes et bien entendu de répondre à vos questions. Alors, dans cet objectif de vous présenter la loi, on débute toujours en disant que cette loi-là prévoit 3 outils et un commissaire, en fait, ou une organisation qui est le commissaire au lobbyisme. Donc, 3 outils, la loi elle-même sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, le registre des lobbyistes qui est, si vous voulez, la façon de promouvoir la transparence des communications d'influence, le code de déontologie des lobbyistes et le commissaire. Vous voyez le grand C du commissaire au lobbyiste, ça c'est l'institution. Moi, j'ai droit au petit c du commissaire qui est le représentant, si vous voulez, de l'institution. Alors, ce sont les principaux éléments que prévoit la loi et c'est ainsi qu'on va on va passer à travers ces différents éléments-là.
pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ce qui est important de rappeler au tout début, ce sont les principes, en fait, qui sous-tendent cette loi. Deux principes fondamentaux qui sont établis dès l'article 1 de la loi, que sont la légitimité du lobbyisme. Donc, ce que la loi dit, c'est que le lobbyisme, c'est légitime dans la mesure où il est effectué dans la transparence, puisque l'objectif de la loi, c'est, comme je le mentionnais, c'est une loi d'accès à l'information, donc c'est de permettre au public de savoir qui cherche à influencer les titulaires de charges publiques au Québec et pourquoi, donc dans quel objectif on tente d'influencer des décisions des titulaires de charges publiques. Cette loi vise deux objectifs, donc la transparence et le sain exercice des activités de lobbyisme pour atteindre une finalité ultime qui est la confiance des citoyens dans les institutions publiques et la mise en œuvre, dans les faits, de différents droits constitutionnels qui sont prévus par nos chartes, notamment la liberté d'expression. Évidemment, vous l'aurez compris, les lobbyistes ont droit d'exprimer leurs avis, leurs opinions et ont le droit de se faire entendre par les titulaires de charges publiques. Le public, lui, a droit à l'information et cette information-là va lui permettre d'exercer mieux son droit de vote. Donc, c'est ainsi qu'on souhaite atteindre l'objectif de confiance envers les institutions publiques du Québec. Le commissaire au lobbyisme, dans les faits, est une institution qui a été créée par l'Assemblée nationale. Je vais y revenir un peu plus tard sur les pouvoirs et objectifs, mais l'objectif d'avoir un commissaire qui est indépendant de l'Assemblée nationale, c'est justement de pouvoir favoriser l'exercice de ses droits. Alors, la loi sur le lobbyisme est un outil. Je présente cette loi-là depuis ma nomination en octobre dernier comme étant un outil pour les trois principales parties prenantes à la loi, soit les lobbyistes. C'est un outil qui permet d'assurer la légitimité de leur communication. Les titulaires de charges publiques, c'est un outil de gestion du risque, un outil de gestion qui permet d'assurer en fait que les processus décisionnels utilisés par les titulaires de charges publiques ne sont pas remis en question. Et c'est un outil, évidemment, de transparence et d'information pour les citoyens. Alors, la loi prévoit, les principaux éléments, en fait, qui sont prévus par la loi sont les suivants. La reconnaissance du droit du public de savoir qui cherche à influencer les institutions publiques. La mise sur pied d'un registre des lobbyistes, qui est l'outil, comme je mentionnais, de la transparence, et en vertu duquel les activités de lobbyisme sont divulguées et sont accessibles autant aux titulaires de charges publiques qu'aux citoyens. Une obligation d'inscription au registre des lobbyistes pour toute personne qui est un lobbyiste au sens de la loi. Des règles prévoyant les actes qui sont interdits. Un code de déontologie aussi des lobbyistes, donc qui prévoit d'abord, en fait, qui prévoit davantage le savoir-faire, le savoir-être du côté des lobbyistes. La loi prévoit également, comme je le mentionnais, la nomination d'un commissaire au lobbyisme indépendant. Et elle prévoit des sanctions en cas de non-respect de la loi ou du code. Elle prévoit aussi certaines obligations et responsabilités des titulaires de charges publiques et on y reviendra au courant de la présentation pour s'assurer que vous avez les informations nécessaires. Alors, le commissaire au lobbyisme, l'institution dans les faits et l'individu aussi qui exerce les pouvoirs qui sont prévus par la loi. Donc, sa mission, c'est de promouvoir la transparence et la saine pratique des activités de lobbyisme et de faire respecter la loi et le code. En soi, le commissaire est un régulateur qui a à administrer la loi et s'assurer qu'elle est respectée et qui peut évidemment imposer des sanctions, moduler les activités et rendre différentes décisions en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Parmi ces pouvoirs, j'ai la capacité de donner
et de publier des avis sur l'interprétation, l'application et l'exécution de la loi, des règlements ou du code. La capacité de rendre des ordonnances de confidentialité, je ferai une parenthèse là-dessus, la capacité évidemment de faire des inspections et des enquêtes pour assurer le respect de la loi, notamment lorsqu'il y a dénonciation de certains actes, et de prendre des mesures disciplinaires en vertu des pouvoirs et des obligations qui sont conférées à l'égard des lobbyistes par le Code de déontologie. En ce qui concerne les ordonnances de confidentialité, l'objectif de ces ordonnances-là, c'est de prévoir que dans certains cas, lorsque des enjeux principalement de concurrence commerciale, mais d'autres enjeux peuvent être soulevés, mais lorsqu'il y a des enjeux importants en matière de commerciale, que le commissaire au lobbyisme peut rendre des ordonnances de confidentialité qui visent à masquer en tout ou en partie des informations qui seraient publiées ou publiables au registre dans le cadre d'un mandat. C'est un outil que certains utilisent, que certains connaissent. Et en fait, on fait une demande au commissaire au lobbyisme pour rendre une telle ordonnance. Ce qui veut dire que l'objectif de transparence est tout de même respecté puisque une partie du mandat, ou à tout le moins le lobbyiste et le ministère visé vont être identifiés dans un mandat, mais les informations confidentielles ou de nature sensible, elles, vont demeurer confidentielles jusqu'à l'expiration d'une telle ordonnance. Alors, pour que la loi s'applique, il y a 3 composantes principales à l'égard de cette loi. Et je vais prendre les prochaines minutes pour vous expliquer dans les faits comment ces 3 composantes-là doivent être en place pour qu'il y ait une activité de lobbyisme qui soit régie par la loi. Donc, la première composante, c'est évidemment un lobbyiste. Alors, au sens de la loi sur le lobbyisme, on a des définitions, on a une définition de ce que ça comporte, en fait, une activité de lobbyisme. Et la première composante, c'est celle d'avoir un lobbyiste. La deuxième composante essentielle, c'est évidemment qu'il y ait un titulaire de charge publique que le lobbyiste tente d'influencer. Et le terme « influence » peut parfois être mal interprété ou être interprété de façon péjorative, mais essentiellement, le lobbyiste va tenter d'informer, d'éduquer, de donner de l'information ou des indications à un titulaire de charge publique pour, oui, tenter d'influencer sa décision et selon les différents domaines de décision qui peuvent être visés, qu'on verra un peu plus tard. Ces décisions-là peuvent être au titre de permis, par exemple, une autorisation, un règlement, une loi. On va les voir plus en détail. Donc, il y a une tentative d'influence ici, positive, de la part d'un lobbyiste auprès d'un titulaire de charge publique qui a, lui, à rendre une décision. Et c'est ainsi que la troisième composante, soit l'activité de lobbyisme, apparaît. C'est-à-dire que pour qu'il y ait application de la loi, on doit avoir une activité de lobbyisme qui est visée par la loi. Et donc, c'est dans cette interprétation-là, c'est dans cette vision-là, on va mieux comprendre comment la loi s'applique. Donc, vous avez les 3 composantes d'une activité de lobbyisme au sens de la loi. Et on va pouvoir regarder chacune de ces composantes au cours des prochaines minutes. Alors, du côté des lobbyistes, il y a 3 types, si vous voulez, de lobbyistes prévus par la loi. D'une part, il y a le lobbyiste conseil. Le lobbyiste conseil exerce des activités pour le compte d'une troisième partie, d'un tiers, moyennant contrepartie. Donc, moyennant contrepartie, c'est une composante essentielle de la définition du lobbyiste conseil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rémunération ou une autre forme de contrepartie qui soit versée, payée ou accordée au lobbyiste pour qu'il soit
déterminé comme étant un lobbyiste conseil au sens de la loi. Donc, on peut penser ici à des firmes de lobbyisme conseil ou des firmes de communication publique qui vont accompagner des clients dans une activité ou vers une décision qui est souhaitée dans le cadre de leur mandat. Le lobbyiste conseil va devoir s'inscrire comme lobbyiste au sens de la loi dès lors qu'il reçoit un mandat de la part d'un client. Pardon. Le lobbyiste d'entreprise. Donc, le lobbyiste d'entreprise et le lobbyiste d'organisation, en fait, se ressemblent beaucoup. Du côté du lobbyiste d'entreprise, il exerce des activités de lobbyiste pour le compte de sa propre entreprise ou de son employeur, alors que le lobbyiste d'organisation va exercer des activités de lobbyiste pour le compte d'un organisme à but non lucratif, mais seulement certains types d'organismes à but non lucratif qui sont prévus présentement par la loi, puisqu'il y a des exceptions aussi qui existent en ce qui concerne les organismes sans but lucratif. Donc, tant du côté du lobbyiste d'entreprise que du côté du lobbyiste d'organisation, encore une fois, lorsqu'un mandat est donné, qu'une communication d'influence est effectuée auprès d'un titulaire de charge publique, le lobbyiste doit s'inscrire et inscrire le mandat au registre des lobbyistes pour pouvoir ainsi respecter la loi. Du côté des lobbyistes d'organisation, quelques précisions. Seules les organisations constituées à des fins patronales ou syndicales, donc évidemment les syndicats et les organisations patronales, ou encore professionnelles, les associations professionnelles, les ordres professionnels sont visés, sont des organisations visées par la loi. L'autre catégorie, si vous voulez, ce serait des organismes à but non lucratif dont les membres seraient majoritairement des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises. On pense par exemple aux chambres de commerce dont le membership, excusez l'expression, est principalement constitué d'entreprises. Alors les chambres de commerce sont des organismes à but non lucratif, mais qui sont visés par la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, puisqu'elles sont constituées majoritairement d'entreprises. Du côté des lobbyistes, du côté, des titulaires de charge publique, alors il y a la loi québécoise est très large, vise très large en termes de définition des titulaires de charge publique. On vise notamment les 3 niveaux en fait gouvernementaux, le niveau parlementaire, le niveau gouvernemental et le niveau municipal québécois. C'est ainsi que la loi québécoise se distingue, par exemple, de la loi ontarienne, qui ne vise que le gouvernement provincial, alors que les villes elles-mêmes ont adopté des règlements en matière de lobbyisme et des codes de déontologie, alors qu'au Québec, la loi couvre le territoire entier, si vous voulez, donc autant du niveau parlementaire, du niveau gouvernemental que du niveau municipal. Au niveau parlementaire, évidemment, on vise ici les députés et leur personnel, donc les membres de cabinet des députés. Du point de vue gouvernemental, on vise les ministres, donc les membres du cabinet et de l'exécutif, les sous-ministres, le personnel de cabinet, les employés du gouvernement et les employés aussi des organismes gouvernementaux. Donc, plusieurs organismes qui relèvent du gouvernement, les employés de ces organismes-là sont considérés en fait ou identifiés comme des titulaires de charge publique au sens de notre loi. Au niveau municipal, on vise les maires, les préfets, les conseillers municipaux ou les conseillers d'arrondissement, le personnel des cabinets, ainsi que les employés des municipalités et des organismes municipaux, incluant les directeurs généraux, secrétaires, trésoriers, les présidents et les autres membres d'une communauté métropolitaine et certains organismes supra- ou infra-municipaux qui se qualifient au sens de la loi. Donc, ça peut aussi, par exemple, viser des sociétés de transport municipales. Au niveau gouvernemental aussi, des précisions concernant l'application en fait de la loi dans le secteur de la santé,
en raison de certaines modifications qui ont été apportées dans le corpus législatif québécois. Donc, les établissements de santé qui n'étaient autrefois pas visés sont désormais visés par la loi sur le lobbyisme. Alors, quelles sont les conditions d'application de la loi? D'abord, les activités de lobbyisme. Alors, pour qu'il y ait application de la loi, on doit retrouver une activité de lobbyisme. On parle ici de communication, qu'elle soit orale ou qu'elle soit écrite, avec un titulaire de charge publique en vue d'influencer une décision relative à certains domaines. Et c'est ici qu'on va entrer dans le plus concret. Donc, on parle de propositions législatives ou réglementaires, de résolutions, par exemple dans le cas des municipalités, d'une orientation, ça peut être dans un programme, ça peut être dans une planification stratégique ou un plan d'action. On peut aussi tenter d'influencer une décision relative à un permis, une licence, un certificat ou autre forme d'autorisation, un contrat, dans la mesure où on n'est pas dans un appel d'offres public, parce qu'évidemment, comme l'objectif de la loi, c'est la transparence face au public, lorsqu'on est dans un contexte d'appel d'offres public, bien évidemment, l'objectif de la loi est accompli simplement par le processus qui est mis en place. On peut parler de subventions aussi. Donc ça, c'est évidemment un domaine qui peut être très intéressant du côté et très présent du côté des municipalités, ou d'un autre avantage pécuniaire, puisque la loi vise généralement à être assez interprétée de façon assez large pour s'assurer de son application. Dernier point, en fait, dernier élément, on peut aussi viser la nomination de certains administrateurs publics. Donc, le fait de tenter d'influencer une décision pour obtenir la nomination d'une personne à un conseil d'administration ou à certains administrateurs publics peut constituer aussi une activité de lobbyisme. Autre précision, le fait de convenir pour un tiers, d'organiser des rencontres, en fait, entre un lobbyiste et un titulaire de charge publique sans soi-même intervenir directement dans cette activité-là. Le fait de convenir, d'organiser une telle rencontre constitue également une activité de lobbyisme. Je vais vous donner quelques exemples, en fait, d'application lorsqu'on parle des conditions d'application de la loi et des activités de lobbyisme. Donc, en relation avec une décision relative à une proposition législative ou réglementaire, résolution ou orientation, on peut donner l'exemple suivant, un urbaniste, qui fait des démarches au nom d'un client auprès des membres du conseil municipal pour obtenir une modification à un règlement d'urbanisme, règlement de zonage, afin de permettre l'implantation d'un projet domiciliaire ou d'un projet d'usine. Donc, ce type d'intervention constitue une activité de lobbyisme au sens de la loi. Ensuite, en ce qui concerne les décisions relatives à l'attribution de permis, bien, un entrepreneur en construction qui rencontre un inspecteur municipal pour tenter d'influencer sur la rapidité, sur l'étendue d'un permis d'installation d'un dispositif de traitement des eaux d'une résidence. Alors, vous verrez dans les exceptions qu'on va, ou dans si vous voulez, dans les précisions, qu'il y a certains processus qui sont exclus et qui ne constituent pas des activités de lobbyisme. Et on voit beaucoup ça dans ce type de décision donc, concernant les permis. Ce ne sont pas toutes les demandes de permis qui constituent des activités de lobbyisme. C'est donc important de bien comprendre ces éléments-là pour faire la distinction et être en mesure d'identifier si oui ou non il y a une activité de lobbyisme qui est accomplie. Décision relative à l'attribution d'un contrat, d'une subvention ou d'un autre avantage pécuniaire. Donc, un exemple, le vice-président au développement des affaires d'une firme informatique qui rencontre le directeur général d'une municipalité pour faire une offre de service et obtenir ainsi un contrat pour sa firme. Encore une fois, vous verrez la distinction qui s'applique lorsqu'il n'y a que simple présentation des produits et services, et là où en fait, la discussion devient une activité de lobbyisme. Je vais vous expliquer ces distinctions-là un peu plus tard. Alors,
peut-être que je vais un peu rapidement, je vais tenter de ralentir le rythme, mais si vous avez des questions, notez-les et vous pouvez nous les transmettre. Dans le quatrième type de décision visée, donc une décision relative à la nomination de certains administrateurs. On parle ici, bon, évidemment, de secrétaires généraux, secrétaires du conseil exécutif, des sous-ministres ou des membres du conseil d'administration ou d'organismes et entreprises du gouvernement. Donc, ce sont les types d'administrateurs publics qui seraient visés par cette activité. Alors, le dernier exemple constitue également une activité de lobbyisme, le fait pour un lobbyiste de convenir pour un tiers d'une entrevue avec un titulaire de charge publique, donc un représentant d'une firme en relations publiques qui organiserait pour son client une rencontre avec un membre du comité exécutif d'une municipalité pour accélérer l'attribution d'une autorisation dans un dossier en particulier. Donc, la rencontre pardon, la rencontre, évidemment, doit porter sur l'une ou l'autre des décisions qui sont visées par la loi pour constituer ainsi une activité de lobbyisme. Alors, là, je vous ai expliqué rapidement quels sont les types de décisions qui sont visées à titre d'activité de lobbyisme. Ici, on va entrer dans les activités qui ne sont pas visées par la loi. Donc, il y a des précisions qui sont apportées dans la loi sur les niveaux, en fait, les premiers niveaux, si vous voulez, qui ne constituent pas nécessairement des activités de lobbyisme. Et c'est ainsi que vos réflexes, les réflexes que vous aurez développés, notamment à la suite de cette présentation, vont vous aider d'une certaine façon à déterminer si oui ou non il y a eu activité de lobbyisme qui mérite d'être inscrite au registre des lobbyistes. Alors, la loi précise que le fait pour une personne de s'enquérir des droits et obligations d'un client, d'une entreprise ou d'une organisation, par exemple, quelqu'un communique avec la municipalité pour savoir si elle a le droit d'effectuer une construction pour son client ou pour elle-même, bien évidemment, ça ne constitue pas une activité de lobbyisme parce qu'on est dans un mode d'information. Le fait de faire une demande de permis, de licence ou d'autorisation ou même de subvention à l'intérieur d'un cadre normé, donc dans la mesure où on ne fait que suivre les différentes étapes du processus de demande, donc dépôt par exemple d'une demande écrite, production des informations qui sont requises, etc., dans la mesure où aucune tentative d'influence n'est effectuée, il n'y a pas là non plus activité de lobbyisme. C'est peut-être un des éléments du côté des municipales, en fait, où il y aura le plus de questionnements. Donc, et c'est normal. Alors, généralement, le fait pour un citoyen, ben, en fait, les citoyens ne sont jamais visés, mais le fait pour une entreprise, par exemple, de déposer une demande de permis, sans faire un suivi, sans demander une accélération, sans faire de démarches additionnelles, ne constitue pas une activité de lobbyisme. Et j'apporte tout de suite une précision parce que j'aurais dû le faire précédemment. Les citoyens, comme individus, ne sont jamais visés, évidemment, par la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme lorsqu'ils agissent pour leur propre compte. Alors, un citoyen a toujours le droit de s'adresser à un titulaire de charge publique, qu'il soit ministre, qu'il soit député, qu'il soit maire ou qu'il soit tout autre, en fait, type de titulaire de charge publique. Le citoyen lui-même a toujours le droit de s'adresser et la loi ne vise pas le simple citoyen. Alors, troisième précision, lorsque l'objectif est de faire connaître, en dehors d'un processus d'attribution de contrat, l'existence ou les caractéristiques d'un produit ou d'un service. Donc, si je donne un exemple, une entreprise souhaite rencontrer le directeur général d'une municipalité pour lui présenter sa gamme de photocopieurs pour les fins des activités de la municipalité, le simple fait de convenir d'une rencontre et de participer à une rencontre pour recevoir l'information de la part de cette entreprise, se faire remettre des brochures, se faire expliquer la nature des produits et des services qui sont offerts,
ne constitue pas une activité de lobbyisme. Lorsqu'il y aura un suivi de cette rencontre-là, lorsqu'il y aura une demande, à savoir si une décision a été prise relativement à l'attribution d'un contrat ou autrement, c'est à ce moment-là que l'activité de lobbyisme pourra débuter. Autre activité non visée par la loi, de répondre à une demande écrite d'un titulaire d'une charge publique. Alors ça, c'est un élément qui est assez fondamental et qui parfois, en fait, peut créer une certaine incertitude, mais dès lors que la demande est formulée par le titulaire de charge publique. Donc, si vous écrivez à titulaire de charge publique, vous écrivez à un lobbyiste pour lui poser des questions, pour le convoquer à une rencontre, pour le faire participer à une activité. Dès lors, cette communication-là ne constitue pas une activité de lobbyisme et ce qui s'inscrit dans la suite logique de cette communication-là ne sera pas considéré comme une activité de lobbyisme. Donc, dès que, en fait, l'initiative est prise par le titulaire de charge publique, c'est à sa demande, bien évidemment, c'est lui qui requiert d'être influencé d'une certaine façon. Et dans ce contexte-là, la loi prévoit que ça ne constitue pas une activité de lobbyisme. Lorsque une personne, une entreprise, participe aussi aux travaux d'un comité consultatif créé par un membre du gouvernement, que ce soit un ministère, que ce soit une municipalité. Donc, lorsqu'un titulaire de charge publique organise un comité consultatif et que son objectif est d'aller consulter des personnes, lorsqu'il invite des lobbyistes ou des entreprises à venir siéger sur ce comité et évidemment l'informer, à ce moment-là, des travaux, la participation à ces travaux-là ne constitue pas non plus des activités de lobbyisme. Le fait de négocier ou de poursuivre en fait les négociations sur les conditions d'exécution d'un contrat lorsqu'il a été attribué ne constitue pas non plus des activités de lobbyisme. Donc, par exemple, le fameux contrat de photocopieur a été accordé. Maintenant, il faut s'entendre sur les modalités de paiement, les modalités de rachat, les modalités d'exercice d'options, etc. Donc, lorsqu'on est à l'intérieur d'un contrat qui lui-même a suivi un processus normalisé, que ce soit un appel public ou encore que ce soit dans un contrat de gré à gré, mais lorsqu'on est dans la suite logique de ce contrat-là et que les règles, par ailleurs, de transparence ont été respectées, si des activités de lobbyisme ont été accomplies pour obtenir le contrat, lorsqu'on est dans la négociation des conditions d'exécution après le fait, on n'est pas non plus dans le cadre d'activités de lobbyisme. Enfin, des représentations qui sont effectuées dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou préalables à celles-ci. Si j'apporte une précision, cette exception est interprétée de façon généralement assez restrictive, c'est-à-dire qu'il faut y avoir une réelle appréhension d'un litige ou d'une activité judiciaire ou d'une menace judiciaire, si vous voulez, pour que cette exception puisse s'appliquer. Parce que si ce n'est que la réception d'une mise en demeure et qu'il n'y a pas réellement, par exemple, d'appréhension à l'égard qu'un véritable litige pourrait naître, les discussions préalables ou les représentations préalables ne seraient pas exclues. Mais lorsqu'il y a véritablement un litige appréhendé, ou dans le cadre de litige, évidemment, les avocats, les procureurs ne sont pas tenus de s'inscrire et d'inscrire leur représentation au registre des lobbyistes. Tout ce qui est fait en commission parlementaire ou en séance publique d'une municipalité, donc ça c'est un élément important aussi au niveau municipal ou d'un organisme municipal évidemment. Donc ce qui est fait dans ce contexte-là, bien évidemment comme ces représentations sont faites dans un cadre public, encore une fois, l'objectif de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme étant la transparence face au public, l'accès à l'information pour le public, lorsque ces commissions ou séances sont faites de façon publique, évidemment, la loi ne s'applique pas, on considère qu'il n'y a pas d'activité de lobbyisme. Enfin, des procédures publiques, on connaît bien les procédures évidemment du BAP en matière environnementale, ou des procédures qui sont connues du public, par exemple,
le processus de publication et de commentaires qui est exigé ou en fait qui existe lorsqu'un nouveau règlement va être publié, alors où toute personne est invitée par ailleurs à faire des commentaires, que ce processus-là est connu, ne constituerait pas des activités de lobbyisme. Par contre, une simple consultation sur Facebook à un moment donné ou sur un média social à un moment donné ne constituerait pas nécessairement une procédure connue du public, à moins que ça ait été annoncé de façon plus précise comme étant une séance publique. Donc, et à ce moment-là, il y a certaines procédures qui doivent être prises, comme l'accès, par exemple. L'accès doit être permis au public. Alors, ça fait un peu le tour des décisions, en fait, qui sont visées, des activités de lobbyisme. On verra peut-être par la nature de vos questions s'il y a des éléments auxquels je peux répondre un peu plus tard sur ces différentes catégories, si vous voulez, de décisions qui seraient visées par la loi. On passe maintenant aux diverses obligations. Donc, il va y avoir les obligations des lobbyistes, évidemment, les obligations ou les responsabilités ou les rôles des titulaires de charges publiques aussi, qui seront regardés dans les prochaines diapositives. Donc, les obligations des lobbyistes, évidemment, lorsqu'un lobbyiste souhaite faire son travail, qui est, encore une fois, tout à fait légitime selon les termes de la loi, bien, pour que ce travail soit considéré comme légitime, il doit respecter les obligations de la loi. Ces obligations sont relativement simples. S'inscrire au registre des lobbyistes, à titre de lobbyiste, respecter les règles à l'égard des actes qui sont interdits par la loi ou par le code de déontologie, respecter le code de déontologie des lobbyistes et collaborer avec le commissaire et ne pas entraver son action lorsque, par exemple, des demandes d'information sont effectuées pour valider si oui ou non une activité de lobbyisme a été accomplie. Alors, le registre en soi, ce qu'il comporte, bien, évidemment, le registre, c'est l'outil que le législateur a mis en place pour atteindre l'objectif de transparence. Parce qu'évidemment, l'objectif de transparence doit s'incarner d'une certaine façon, et c'est par le registre des lobbyistes que s'incarne cette transparence. On y déposera, en fait, on doit y inscrire des informations concernant, d'une part, le lobbyiste et concernant, d'autre part, le mandat qui est visé. On va y trouver des informations telles que les activités, le nom des institutions publiques, des titulaires de charges publiques qui sont visés, ou la nature, le degré, si vous voulez, ou la fonction des titulaires de charges publiques qui sont visés. La déclaration doit contenir suffisamment d'informations et de renseignements pour que la personne qui consulte, le citoyen, le titulaire de charges publiques ou toute autre personne, puisse comprendre précisément ce qu'était au moment où l'activité a été accomplie, l'objectif derrière cette activité. Donc, on a vu par le passé des déclarations tellement générales qui visaient à influencer, par exemple, le gouvernement et les municipalités à l'égard des mesures fiscales. Bien, évidemment, ce n'est pas suffisamment précis pour que le citoyen sache quel est l'objectif réel du mandat. Et donc, dans ce cas, l'information, en fait, on va demander qu'elle soit précisée. Le registre peut être consulté en tout temps en ligne. Il est accessible à l'adresse courriel qui apparaît dans la présentation. Simplement écrire registre lobbyiste sur Google et vous allez avoir un accès immédiat au registre qui vous permet d'aller consulter les mandats et notamment pour les titulaires de charges publiques qui sont relatifs précisément à une municipalité ou à certains domaines par l'utilisation de mots-clés. Évidemment, le registre, et je fais un encart là-dessus, le registre n'est pas un outil que je qualifierais de 2018. Il a été constitué en 2002, en 2004 en fait, mis en place en 2004, à la suite de l'adoption de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et avec la technologie qui existait auparavant. On travaille activement
à remplacer la technologie derrière le registre. Présentement, ça fait partie en fait des priorités qui ont été annoncées de pouvoir procéder rapidement au remplacement du registre pour qu'il soit d'abord consultable plus simplement sur des plateformes mobiles et de simplifier l'accès, mais simplifier aussi l'inscription, de telle sorte qu'on arrive éventuellement, en fait, l'objectif à atteindre serait une publication en temps réel des informations sur le registre, de telle sorte que le titulaire de charge publique et le lobbyiste et le citoyen, en fait, ont accès de façon très rapide à l'information qui est pertinente. Présentement, il y a certains délais qui s'appliquent et dans le cadre d'une révision de la loi, bien évidemment, si on arrive à un registre qui est plus efficace sur le plan technologique, on pourra revoir ces notions de délai. Présentement, un lobbyiste conseil, par exemple, a 30 jours pour inscrire son mandat ou l'activité de lobbyisme au registre. Une fois que cette activité-là a été accomplie, alors que du côté des lobbyistes d'entreprise, d'organisation, ce délai-là est de 60 jours. Alors, précision, il n'est pas nécessaire d'arrêter vos discussions lors d'un cocktail, d'une rencontre ou autrement et d'exiger l'inscription immédiate sur le registre d'une conversation ou d'un mandat, puisque le lobbyiste a un délai de 30 à 60 jours pour inscrire ce mandat-là. Évidemment, ça vous permet éventuellement de valider si cette inscription a été faite conformément à votre demande, par exemple, dans les délais. Et si ça n'a pas été fait, bien évidemment, vous avez toujours, comme titulaire de charge publique, la capacité d'en informer le commissaire qui fera les vérifications nécessaires. Et si, évidemment, la loi n'a pas été respectée, qui pourra entreprendre les mesures pour faire respecter la loi et sanctionner les personnes qui sont fautives. L'inscription du lobbyiste d'entreprise, par ailleurs, doit être faite par le plus haut dirigeant de l'entreprise ce qui permet évidemment aux dirigeants d'une entreprise de connaître qui fait du lobbyisme au sein de l'entreprise. Ensuite, l'inscription en fait au registre des lobbyistes prévoit un renouvellement. Donc, l'inscription doit être renouvelée dans un délai de 30 jours suivant la date anniversaire de la première inscription, alors que l'inscription de lobbyistes d'entreprise ou d'organisation doit être renouvelée dans un délai de 60 jours suivant la fin de l'année financière de l'entreprise ou du groupement, ce qui permet une adéquation avec l'année financière de l'entreprise ou de l'organisme à but non lucratif. Le code de déontologie des lobbyistes. Donc, c'est le troisième élément, si vous voulez, de la loi. C'est un élément complémentaire aux dispositions statutaires prévues par la loi. Alors, ce code édicte des règles relatives au respect des institutions, à l'honnêteté, à l'intégrité et au professionnalisme des lobbyistes. Et de plus en plus, on voit en fait des firmes ou des lobbyistes qui revendiquent avec fierté, en fait, le travail qu'ils font et qui est tout à fait légitime, comme je le mentionnais. Alors, ce code de déontologie, d'une certaine façon, c'est un peu la façon pour les lobbyistes de démontrer qu'il y a aussi dans cette industrie, comme dans bien d'autres, un professionnalisme qui s'est installé de façon évidente au cours des années. Et ces règles-là d'intégrité et de respect des institutions, bien évidemment, visent encore une fois la finalité de la loi, qui est la confiance des citoyens envers les institutions démocratiques québécoises. Ce code est contraignant, peut entraîner des sanctions évidemment, parmi les sanctions disciplinaires qui peuvent être imposées, on peut ainsi empêcher un lobbyiste de faire son travail pendant un certain temps, ce qui est évidemment une sanction très importante. Donc, quelques exemples de normes qui sont prévues au Code. D'abord, fournir des renseignements exacts, complets et tenus à jour. S'abstenir de faire des représentations qui seraient fausses ou trompeuses. S'abstenir d'exercer des pressions indues auprès des titulaires de charge publique. Ne pas inciter les titulaires de charge publique à contrevenir à leurs normes de conduite.
et le devoir d'informer son client ou l'entreprise ou l'organisation des devoirs et obligations qui lui incombent en vertu de la loi. Donc, évidemment, le devoir de s'inscrire à titre de lobbyiste et le lobbyiste, dans les faits, est tenu de divulguer le mandat qu'il a lorsqu'il rencontre un titulaire de charge publique. Ça fait partie des obligations qui sont prévues par le Code de déontologie. On arrive maintenant au rôle et aux responsabilités des titulaires de charge publique. Donc, la majeure partie des personnes qui participent à cette conférence ce matin sont des titulaires de charge publique. Alors, dans le cadre de la loi, évidemment, c'est une loi qui s'adresse principalement aux lobbyistes et qui vise à encadrer les activités des lobbyistes. Il n'y a donc pas d'obligation formelle qui est prévue pour les titulaires de charge publique, par exemple, de vérifier, de valider préalablement qu'une inscription a été effectuée au registre. Pour la simple et bonne raison que, d'une part, cette inscription-là peut être effectuée plus tard, dans les 30 ou 60 jours suivant une rencontre, mais aussi que les principales obligations sont imposées aux lobbyistes. Par ailleurs, les titulaires de charge publique ont tout de même des obligations en vertu, en fait, à l'égard des droits constitutionnels qui sont visés par cette loi, dont le droit à l'information. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, la loi sur le lobbyisme est une loi d'accès à l'information pour les citoyens. Dans ce contexte, évidemment, les titulaires de charge publique ont certaines obligations à l'effet de faire respecter ce droit constitutionnel. Et donc, sans avoir une obligation claire et précise de valider les informations du registre, ils doivent tout de même s'assurer que lorsqu'une activité de lobbyisme est accomplie à leur égard, que cette activité-là sera transparente face aux citoyens. Dans les obligations spécifiques qui sont prévues par la loi, il y a toutefois celle de collaborer avec le commissaire au lobbyisme, donc avec l'institution, dans le cadre d'une vérification ou d'une enquête, à défaut de quoi des sanctions dans ce contexte-là peuvent être imposées aux titulaires de charge publique. Alors, les responsabilités, comme je le mentionnais, évidemment, sans être une obligation statutaire, considérons que les titulaires de charge publique c'est un outil, en fait, la loi, comme je le mentionnais, c'est un outil de gestion du risque. Et donc, parmi les responsabilités qui incombent de façon naturelle aux titulaires de charge publique, évidemment, s'assurer que les lobbyistes qui sont rencontrés sont inscrits et que les mandats sont inscrits. Ça fait partie des responsabilités naturelles qui leur incombent. Lorsqu'il y a non-respect de la loi ou du code, évidemment, en aviser le lobbyiste en premier lieu et éventuellement le commissaire au lobbyiste pour l'informer de la situation. Lorsque, évidemment, des infractions sont constatées à la loi ou au code de déontologie. Du côté donc les obligations, un peu comme je le précisais tout à l'heure, du côté des obligations formelles des titulaires de charge publique en vertu de la loi, le titulaire doit collaborer avec le commissaire et fournir, lorsque requis, les documents exigés ou les informations requises. Donc, dans tous les cas où le commissaire au lobbyisme communique avec un titulaire de charge publique, l'objectif est toujours le respect de la loi, mais non pas, évidemment, de taper sur les doigts, si vous voulez, des titulaires de charge publique, mais bien d'aller valider des informations ou une divulgation qui aurait été faite pour s'assurer qu'on est en mesure de faire respecter la loi par les lobbyistes lorsqu'ils, par exemple, ils n'inscrivent pas leur mandat ou encore que seulement une partie des mandats est décrite ou encore que vous avez une rencontre et que 2 personnes sont inscrites au registre, mais qu'il y en avait 5 autres qui n'étaient pas inscrites et donc qui auraient dû être inscrites à titre de lobbyiste à ce moment. Élément important qui est prévu et qui est peut-être méconnu dans la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, ce sont les règles d'après-mandat des titulaires de charge publique. Donc, c'est ici qu'on va trouver des règles spécifiques qui visent, si vous voulez, à restreindre les activités d'un ancien titulaire de charge publique ou actuel
pour s'assurer, évidemment, que l'information qu'il a obtenue dans le cadre de ses fonctions est utilisée à bon escient et n'est pas utilisée pour favoriser un tiers éventuellement. Donc, la loi prévoit d'une part une obligation de confidentialité pour les titulaires de charges publiques. Cette obligation-là, elle est continue, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de fin en soi. Et donc, les informations confidentielles qui sont obtenues par un titulaire de charges publiques dans le cadre de son emploi doivent demeurer confidentielles et le titulaire a l'obligation de les maintenir. L'obligation de ne pas profiter indûment de l'exercice d'une fonction antérieure, donc d'aller chercher un bénéfice particulier auquel une autre personne n'aurait pu avoir accès, et ce, en raison des fonctions antérieures à titre de titulaire de charges publiques. Interdiction d'agir aussi relativement à une procédure, une négociation ou une opération à laquelle le titulaire de charges publiques a participé antérieurement. Par exemple, un titulaire de charges publiques, directeur général d'une municipalité, quitte sa fonction. À l'époque où il était directeur général d'une municipalité, a négocié pour le compte de la municipalité un contrat dans lequel des activités de lobbying ont été accomplies ou pas, et désormais devient en fait lobbyiste pour une entreprise ou une organisation et interviendrait ou souhaiterait intervenir auprès de la même municipalité à l'égard du même contrat ou d'activités connexes. Évidemment, ça ne serait pas permis par la loi. Aussi, interdiction d'exercer des activités pour certains ex-titulaires de charges publiques pendant un certain laps de temps qu'on précisera. Donc, certaines personnes ne pourront pas participer à des activités de lobbyisme pendant un certain temps après la fin de leur fonction. Dans le contexte, en fait, de la loi, en fait, des règles qui s'appliquent aux municipalités, les municipalités ont l'obligation de revoir, si ma mémoire est bonne, c'est au 31 mars ou avant le 31 mars, au 1er avril de la prochaine année, en fait, 2018, de revoir les modalités du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et dans ce contexte, nous profitons en fait de cette occasion pour proposer certaines mesures qui peuvent être considérées par les élus municipaux pour intégrer à leur code d'éthique et de déontologie. Notamment, et c'est déjà le cas à certains endroits, dans certaines municipalités. Donc, notamment, s'assurer, par exemple, dans le code de déontologie, de prévoir des dispositions pour que les lobbyistes qui exercent des activités en fait, pour que les titulaires de charges publiques ou les élus municipaux valident que les activités de lobbyisme ont bel et bien été déclarées au registre. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, même si l'obligation n'existe pas clairement dans la loi pour un titulaire de charges publiques d'effectuer cette validation, les élus, par leur code d'éthique et de déontologie, et les municipalités, par ailleurs, par leurs règles contractuelles qu'elles doivent adopter, pourraient s'astreindre à des modalités qui sont plus contraignantes et donc de demander aux titulaires de charges publiques d'effectuer de telles validations préalablement. Ensuite, de créer, par exemple, une obligation de s'abstenir de traiter avec un lobbyiste qui refuse de respecter la loi ou qui refuserait, et l'obligation, évidemment, d'informer le commissaire au lobbyisme de tels refus. Et aussi d'appliquer aux conseillers municipaux des règles d'après-mandat qui pourraient être similaires à celles imposées aux directeurs généraux, au DGA et au secrétaire trésorier de la ville. Par exemple, interdire d'exercer des activités de lobbyisme auprès de la ville, évidemment la même ville, pour une période d'1 an. C'est le délai qui est présentement imposé aux autres titulaires de charges publiques. Et donc, une telle imposition pourrait être faite aussi aux conseillers municipaux. Parmi les autres modifications, le Code pourrait intégrer des règles qui visent à prévenir les conflits d'intérêts. Alors, les conflits d'intérêts peuvent résulter, par exemple, d'activités politiques qu'un lobbyiste, en fait, d'activités politiques d'un lobbyiste qui exerce des activités auprès de la ville, d'activités de lobbyisme exercées par un élu en dehors de ses fonctions. Donc, évidemment, certains élus
ont 2 emplois, en fait, sont des élus municipaux et peuvent, ou encore ont d'autres activités en dehors de leur fonction d'élu. Et dans ce contexte, par exemple, en étant membre d'une chambre de commerce, pourrait en arriver à faire des activités de lobbyisme auprès d'une ville. Donc, le code pourrait interdire ou à tout le moins encadrer ce type d'activité. Et encore, évidemment, prévoir un empêchement de négocier ou d'effectuer d'autres transactions, si vous voulez, avec la ville, alors qu'il a participé aux mêmes négociations ou aux mêmes contrats, alors qu'il était titulaire de charge publique. Donc, et c'est lorsqu'il devient lobbyiste. Donc, le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pourrait contenir de tels types d'interventions ou de modalités. Ce sont des recommandations, ce sont des suggestions que le commissaire au lobbyisme formule à ce stade-ci aux élus municipaux. Et un peu le même type de proposition pourrait être faite aussi à l'égard des règles contractuelles qui doivent être adoptées par les municipalités, notamment suite à l'entrée en vigueur de certaines dispositions législatives qui demandent aux municipalités de revoir leurs règles en matière contractuelle. Alors, pour compléter le tableau, on termine avec les sanctions qui sont prévues par la loi lorsque la loi n'est pas respectée ou lorsque certaines dispositions de la loi ne sont pas respectées. Donc, du côté des sanctions pénales, on prévoit des amendes de 500 $ à 25 000 $ selon la nature de l'infraction. Et ces amendes peuvent être portées au double en cas de récidive. Donc, présentement, ce que la loi prévoit, ce sont exclusivement des sanctions pénales ou des sanctions disciplinaires. Donc, les dossiers, lorsqu'une infraction est constatée, les dossiers sont transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales qui lui-même entreprend les procédures contre les lobbyistes fautifs. La loi prévoit également, et le Code prévoit des mesures disciplinaires, donc en cas de manquement grave ou répété, le commissaire peut interdire la pratique d'activités de lobbyisme pendant une période pouvant atteindre jusqu'à 12 mois. Donc, ce sont des sanctions quand même importantes, puisque ainsi on peut priver un lobbyiste d'effectuer des activités de lobbyisme pendant une très longue durée. Et aussi, la loi prévoit des sanctions civiles. Donc, le procureur général, à la demande du commissaire au lobbyisme, peut réclamer d'un lobbyiste et de son entreprise la valeur d'une contrepartie reçue en raison d'activités de lobbyisme qui n'ont pas été accomplies selon les règles de la loi. Donc, c'est un peu une demande de remise des bénéfices qui ont pu être obtenus de façon illégale. Et à ce moment-là, c'est le procureur général du Québec qui va entreprendre des démarches à cet égard. Alors, que pouvez-vous faire comme titulaire de charge publique ou comme simple citoyen lorsque vous constatez que des manquements ont été commis à l'égard de la loi sur le lobbyisme? D'une part, vous pouvez signaler cette situation au commissaire au lobbyisme. On aura dès le début de la semaine prochaine, un tout nouveau site web qui sera mis en fonction. Ce site web va simplifier les communications avec le commissaire au lobbyisme et vous pourrez en tout temps communiquer via notre site web ou par téléphone pour faire un signalement et décrire les manquements et même y joindre des pièces si vous avez des pièces à communiquer au commissaire au lobbyisme. Donc, les modes de communication avec le commissaire sont nombreux et vous pouvez toujours et en tout temps communiquer les manquements que vous auriez pu constater. Habituellement, notre délai de réponse est très rapide. En fait, à l'intérieur de 2 jours, on va vous confirmer qu'on a bien reçu l'information et que des vérifications peuvent être effectuées. Et lorsque des vérifications sont effectuées ou encore qu'une enquête est entreprise, évidemment, tous les renseignements concernant une enquête vont demeurer confidentiels, mais on va tout de même informer le plaignant
des différentes étapes de cheminement à l'intérieur d'un dossier de plainte qui est formulé. Évidemment, tout signalement est fait de façon confidentielle et va le demeurer jusqu'à la toute fin. Alors, simplement en termes de conclusion générale, si vous voulez, la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme procure certains avantages. Mon objectif dans cette présentation aujourd'hui et dans toutes les présentations qu'on peut faire à travers le Québec, parce qu'on a rencontré différentes municipalités à ce jour, et donc l'objectif, c'est de développer des réflexes, comme je vous le mentionnais, les avantages pour les titulaires de charges publiques que je vous rappelle, éviter la remise en question de vos décisions, démontrer que, évidemment, la transparence est importante pour vous et pour les citoyens, favoriser l'exercice des droits démocratiques et contribuer à renforcer la confiance dans les institutions publiques. Et il y a des avantages aussi pour les lobbyistes, puisque en faisant leur travail conformément à la loi, bien évidemment, ils établissent un climat de confiance avec les titulaires de charges publiques et contribuent à donner une image positive du lobbyisme. Et ça leur permet d'accomplir leur travail en toute légitimité. Et c'est vraiment un élément fondamental. Donc, c'est un outil de travail pour les lobbyistes. C'est un outil de gestion du risque et de travail donc pour les titulaires de charges publiques et c'est un outil de communication et d'information pour les citoyens, puisque les citoyens peuvent savoir dès lors qui tente d'influencer les décisions du gouvernement ou des titulaires de charges publiques et exprimer leur point de vue en temps le plus réel possible sur les enjeux qui les concernent. Poser des questions et éventuellement orienter leur droit de vote en fonction des réponses qu'ils auront ou n'auront pas obtenues. Et donc, on croit que cette loi vise justement à favoriser la plus grande expression de ces droits par les citoyens. Comme je vous le mentionnais, notre nouveau site web sera en place très rapidement. Nous aurons aussi une nouvelle infolettre et peut-être que parmi vous, plusieurs sont abonnés à notre infolettre et à l'inforegistre hebdo, donc l'inforegistre hebdo énonce toutes les nouvelles inscriptions hebdomadaires au registre des lobbyistes. Le Lobbyscope qui est davantage une lettre d'information et d'opinion qui est émise par le commissaire au lobbyisme. Nous avons aussi sur notre site web et par ailleurs des outils de référence. On donne évidemment des formations. On a certains outils déjà développés, mais on va aussi travailler davantage au développement d'une boîte à outils qui est vraiment adaptée. Et on a déjà des éléments sur notre site web, là, des outils qui vous expliquent un peu les processus qui sont applicables. Et on va compléter cette boîte à outils au cours des prochains mois. Évidemment, on est toujours là pour vous accompagner, pour vous assister et répondre à vos questions. Et je crois que nous sommes à peu près rendus à cette période de la présentation où nous pourrons répondre le plus possible à vos questions. Donc, nous avons une première question de Mme Charpentier. Donc, au niveau du lobbyiste conseil, je comprends qu'il doit y avoir une contrepartie. Est-ce que la contrepartie doit venir de celui qui le représente, donc la contrepartie directe? Si la personne se fait payer en trouvant des subventions pour le projet et se prend un pourcentage, est-ce que c'est une contrepartie? En fait, présentement, la loi interdit carrément qu'il y ait un lien entre le bénéfice ou la subvention et la rémunération du lobbyiste. Donc, ça ne peut pas être une rémunération conditionnelle à l'obtention d'un contrat ou même un pourcentage octroyé sur un contrat. Ce n'est pas permis. Donc, la rémunération doit être véritablement de nature d'honoraires ou autres services ou échange de services, mais il ne peut pas y avoir présentement de lien entre la rémunération et, si vous voulez, la réussite de l'activité de lobbyisme. Oui. Donc, nous avions une précision de Mme Chagnon, merci à vous. Donc, effectivement, c'est le 1er mars, donc l'article 30 de la loi. Donc, j'attends quelques instants encore pour pouvoir... Ah, non,
Pouvez-vous expliquer davantage la portion où, après avoir fait une demande d'information de la part de la Ville, donc, par exemple, connaître un processus en prévision de la rédaction d'un appel d'offres auprès d'un fournisseur, à quel moment le suivi effectué par le fournisseur auprès du titulaire de la charge publique devient une activité de lobbyisme? Ouais. Alors, évidemment, ce sont des éléments de perception. On entre dans les perceptions de la part du titulaire de charge publique. Si je me limite ici au processus qui est visé par un appel d'offres publiques, évidemment, tout le processus lui-même est encadré. Je vous dirais des représentations qui sont faites préalablement pour s'assurer que certains critères sont ou ne sont pas intégrés dans un appel d'offres public seraient des représentations qui constituent des activités de lobbyisme, parce qu'on n'est pas encore à l'intérieur du processus. Par contre, à l'intérieur du processus, et même à la suite du processus, il y a toujours des échanges ou des communications qui sont effectuées, des demandes d'informations. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir, par exemple, des suggestions ou des demandes de modification, des addendas qui sont effectuées. Tant qu'on est à l'intérieur du cadre précis et des règles précises de l'appel d'offres public, il n'y a pas d'activité de lobbyisme. Quand on est à l'extérieur de ce processus, donc soit préalablement pour tenter d'influencer les critères, ou à la suite d'un processus pour tenter d'influencer à la fin d'un processus, pour tenter d'influencer la décision sur le choix ultime de la personne qui va bénéficier du contrat, c'est à ces moments charnières que vous pourrez identifier des activités de lobbyisme qui ne constituent pas de la simple demande d'information pour savoir où en est rendu le processus. Et c'est à ce moment-là que vous devez être vigilant comme titulaire de charge publique pour déterminer si oui ou non il y a des activités de lobbyisme. Et je compléterai par le conseil suivant, c'est qu'en cas de doute, évidemment, puisque ça ne coûte strictement rien de faire une déclaration au registre, et pour vous protéger comme titulaire de charge publique et le lobbyiste pour se protéger, pour être certain qu'il n'y a pas d'activité illégale, bien évidemment, il n'y a pas de désavantage à inscrire un mandat au registre à ce moment, et ce qui donne une certitude à l'ensemble des intervenants que l'activité est réalisée conformément à la loi. Donc, nous avons une question d'une participante. Donc, il y a de plus en plus de lobbyistes enregistrés. On se demandait pourquoi. En fait, il y a différentes composantes à cette réponse. D'une part, ça a pris un certain temps après l'adoption de la loi en 2002 en fait, qui, bien qu'elle ait été adoptée de façon unanime, le lobbyisme n'était pas nécessairement un élément très connu dans le portrait politique et gouvernemental québécois. Et ça prend donc, comme pour toute forme de loi, la loi d'accès à l'information a pris un certain temps aussi. Ça prend du temps pour les titulaires de charge publique à apprivoiser ce type d'obligation-là. Évidemment, certains événements aussi ont pu créer un certain engouement ou un certain développement. D'une part, je crois que les lobbyistes ont compris à quel point c'était utile pour eux d'être inscrits au registre, que ça leur permettait d'effectuer leurs activités en toute légitimité. Il y a un certain développement professionnel qui s'est fait aussi du côté des lobbyistes. D'autre part, je pense qu'il y a aussi un effet de conscientisation du côté des titulaires de charge publique. Et je mentionnais dans une entrevue avec Radio-Canada la semaine dernière que du côté des municipalités, les règles en matière contractuelle qui ont été, en fait, les exigences en matière contractuelle qui ont été imposées autour de 2010 ont pu aussi amener davantage de personnes à s'inscrire. D'autres événements, comme par exemple une commission d'enquête sur l'industrie de la construction, ont mis en lumière, évidemment, les activités de lobbyisme et ont pu créer ainsi une augmentation du nombre de lobbyistes inscrits. De façon générale, j'aurais tendance à dire que c'est une marque, un plus grand respect, en fait, de la loi qui a amené une augmentation du nombre d'inscriptions au cours des années, une plus grande connaissance de la loi et aussi un peu ce que je vous mentionnais, la réalisation que cette loi est un outil de travail autant pour les lobbyistes que pour les titulaires de charge publique
pour effectuer leur travail correctement. Donc, autre question très intéressante donc, de M. Lamoureux. Pouvez-vous nous faire part d'un exemple de démarche qui aurait été prise dans un milieu très rural afin d'amener progressivement les entrepreneurs locaux à améliorer leurs connaissances et leurs pratiques vis-à-vis de la loi sur le lobbyisme? Écoutez, un exemple de démarche qui aurait été prise, je dois présumer que ce serait par le commissaire au lobbyisme ou peut-être par les municipalités. Je pense que de plus en plus, en fait, nous avons de plus en plus de demandes, d'une part, d'informations et de formation, d'aller donner des formations dans toutes les municipalités du Québec. Et lorsque nous avons ces demandes-là, nous nous assurons de rencontrer toutes et chacune d'entre elles. Évidemment, bon, le commissaire est une organisation relativement petite. Donc, on a à peu près une trentaine de personnes. On a une équipe des communications et de la formation qui est dédiée à justement donner de telles formations à l'ensemble du Québec. Évidemment, des activités comme aujourd'hui, je vous dirais, constitueraient probablement un exemple parfait de ce qu'on peut faire pour amener, en premier lieu, les titulaires de charges publiques à être davantage conscients. Pour répondre plus précisément à la question du côté des entrepreneurs locaux, évidemment, je pense qu'on va augmenter la présence publique du commissaire au lobbyisme et élargir l'offre, si vous voulez, de formation. On se déplace déjà, bon, et on offre des formations si vous voulez, statutaire à Québec et à Montréal 2 fois par année, mais on pourrait offrir de tels forums. Et je sais que le commissaire au lobbyisme a, il y a quelques années, fait une tournée, une grande tournée du Québec aussi, pour faire connaître davantage la loi. Ce sont tous des éléments qui peuvent amener ce type en fait, les entrepreneurs et les lobbyistes à avoir une meilleure connaissance de la loi. Je pense que c'est une meilleure connaissance, mais les titulaires de charges publiques peuvent participer et être des contributeurs très importants dans cette information, ne serait-ce qu'en indiquant aux entrepreneurs qui vont les consulter d'aller voir notre site web, de s'informer sur la loi et de s'inscrire le cas échéant. Et ces entrepreneurs, lorsqu'ils ont des questions, peuvent en tout temps communiquer avec nous pour avoir des réponses. Donc, j'ajouterai à ça que, bien entendu, aujourd'hui, cette conférence web-là est enregistrée. Donc, Québec municipal, nous allons le rediffuser. Donc, nous acheminerons la vidéo aussi donc, au commissaire pour le partager au plus grand nombre de personnes possible. Donc, je vous invite, vous aussi, dans les municipalités, souvent, vous avez quand même un certain nombre de courriels, donc partagez-le le plus possible avec les entrepreneurs, donc ne serait-ce que pour bien les informer. Aussi, Mme Bélanger me disait merci pour la présentation, c'est un sujet très intéressant. Est-ce que le PowerPoint de la présentation se trouve sur le site web? Écoutez, à l'écran, donc vous pouvez cliquer sur accéder. Je vous inviterai à enregistrer ce document PowerPoint-là sur votre bureau. Il s'agira d'un excellent aide-mémoire. Encore là, c'est un outil que vous pourrez partager avec les gens dans votre communauté. Nous avons une question. Donc, est-ce que l'inscription au registre coûte des frais? En fait, l'inscription au registre, lorsqu'elle est faite entièrement de façon numérique, ne coûte strictement rien. Il y a des frais administratifs lorsque c'est fait en format papier. Mais bon, comme c'est un mode qui est de plus en plus abandonné, et particulièrement lorsqu'on est à grande distance, comme les informations sont disponibles sur le registre, ils peuvent se faire transmettre par voie électronique. Dans ce contexte-là, il n'y a pas de frais. D'une part, précision peut-être à apporter, c'est que présentement, le commissaire au lobbyisme n'est pas le registraire officiel en vertu de la loi. Pardon. Lorsque la loi a été créée en 2002, elle relevait du ministère de la Justice et à ce moment, le registre a été, en fait, la fonction de commissaire et la fonction de registraire ont été séparées. Et c'est donc du ministère de la Justice que relève la fonction de registraire. Éventuellement, dans une modification législative, nous allons rapatrier
cette fonction pour que, en fait, il y ait une meilleure cohérence, une meilleure cohésion entre les activités du commissaire et les activités du registraire, au bénéfice, évidemment, de l'ensemble des parties prenantes. Donc, merci beaucoup, Maître Routier. Donc, nous n'avons pas d'autres questions. Écoutez, j'espère que vous avez aimé. OK. Bon. Bon, écoutez, si on parlait de l'enregistrement, oui, Madame Duras, vous allez pouvoir avoir accès, même probablement dès demain matin dans le bulletin Québec municipal, accès à la rediffusion. Écoutez, merci d'avoir été en aussi grand nombre ce matin avec nous. C'est très apprécié. Merci à vous, Ça me fait un grand plaisir. C'est toujours un plaisir. Je n'ai pas la chance d'être en interaction directe avec vous, mais c'est très intéressant comme format. Comme